c'est le deuxième webinaire organisé par le groupe OLR sur l'identité numérique du chercheur. Donc ça va faire partie d'un petit cycle de webinaires qu'on essaie de mettre en place. Il y en aura d'autres. Il y en a déjà eu un premier sur une introduction à l'open access. OALR, très rapidement, c'est un groupe composé de professionnels de l'IST du périmètre local et l'objectif, c'est de réaliser des actions de sensibilisation de la communauté universitaire aux problématiques d'open access. Donc vous avez notre site qui est inscrit sur la page, la première page de la diapo. C'est open-access.fr. Vous pourrez trouver pas mal d'infos dessus. Et notamment, j'y reviendrai, la vidéo du webinaire aujourd'hui pour la regarder en différé et le support de présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce webinaire avec ma collègue Anne-Laure Fischer, qui est actuellement en modératrice et qui va, au milieu de la présentation, changer de rôle avec moi. Donc on est tous les deux membres de ce groupe OALR et on a préparé ce webinaire avec l'aide d'Annabelle Filâtre et Hugo Catherine, qui sont aussi deux collègues du groupe. Alors, juste quelques points techniques préalables. Bon, vous avez vu que c'était pas encore tout à fait rodé. On va vous demander si vous voulez bien de signaler votre présence dans le chat par un message avec vos noms, prénoms, juste qu'on sache un petit peu qui est là par rapport aux inscrits et quel public on avait. Le support, la vidéo et le support de présentation donc, seront accessibles sur le site OALR assez rapidement, début de semaine prochaine au plus tard. Donc par rapport au support aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des liens dans ce support. Comme là, c'est des images pour la plateforme, vous ne pourrez pas cliquer dessus aujourd'hui. Mais évidemment, si vous allez sur le site télécharger le support, là, vous aurez des liens cliquables qui fonctionneront correctement. Ensuite, par rapport au chat, donc on vous invite à poser toutes vos questions au fil de la présentation et nous, on a prévu quelques plages de réponses intercalées. Donc, on ne répondra pas au fil de l'eau, mais on ne répondra pas à tout à la fin non plus. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si jamais vous en avez beaucoup et qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions, on répondra par écrit dans le support qu'on mettra à votre disposition sur le site. Et enfin, dernière chose, pensez à couper vos micros et surtout ouvrir un minimum d'applications pour avoir la meilleure qualité de connexion possible et que le webinaire se passe bien pour vous. Voilà, c'est terminé pour ces petits points techniques préalables. Donc, j'entre dans le vif du sujet. On vous propose aujourd'hui un plan en 3 parties avec une introduction sur définition et enjeux liés donc à cette problématique de l'identité numérique du chercheur. Ensuite, une grosse partie sur la stratégie à mettre en place pour maîtriser son identité numérique, donc un certain nombre d'étapes. Et donc au milieu, on changera de rôle avec Anne-Laure et elle finira cette deuxième partie et la partie conclusion autour des bonnes pratiques et des points de vigilance. Alors, en guise d'introduction, la définition générale de l'identité numérique, pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Olivier Herschel, donc, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, l'a défini comme la collection des traces que nous laissons derrière nous, consciemment ou inconsciemment, au fil de nos navigations sur le réseau. Ça, c'est la première chose. Et l'identité numérique, c'est également le reflet de cet ensemble de traces tel qu'il apparaît en fait proposé par les moteurs de recherche. Donc déjà, il faut retenir qu'il y a une partie que vous allez maîtriser et une partie sur laquelle vous n'avez pas totalement la main. Donc ensuite, l'identité numérique, c'est une collection de traces. Mais qu'est-ce que c'est ces traces? Donc il y a en fait trois types. Les premières, ce sont les traces volontaires, donc les données représentatives de l'internaute. C'est tout ce que vous allez laisser consciemment, donc vos avatars, vos profils, etc. Les données textuelles, si vous déposez des articles, des commentaires, ce genre de choses. Et les données images, photos, vidéos que vous allez vous-même déposer. Ensuite, vous avez les traces involontaires qui sont des données techniques ou des données de connexion qui sont liées à votre activité de navigation. Donc là, tout un tas d'informations liées à l'adresse IP, des cookies qui sont récupérés et qui contribuent aussi à constituer votre identité numérique. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les traces subies, donc ce sont les données produites par des tiers. Et là, c'est ce qu'on va dire de vous ou ce qu'on va montrer de vous. Et c'est ce qui va aussi constituer l'irréputation. L'irréputation, en fait, c'est la manière dont votre identité numérique est perçue par des tiers.
Et donc là, on entre vraiment dans une partie de l'identité numérique qu'on maîtrise assez peu. Et donc c'est sur celle-là qu'il va y avoir aussi certains enjeux. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que cette identité numérique se construit à partir de la publication et de l'activité de recherche, mais également avec l'ensemble des traces que vous laissez au cours de votre navigation. Et que, en fin de compte, vous l'aurez compris, il y a une partie sur laquelle vous allez avoir la maîtrise, l'autre moins, et l'enjeu, ça va être d'être vigilant et dans une certaine mesure de maîtriser votre identité numérique. Alors, pourquoi gérer votre identité numérique de chercheur? Maintenant qu'on a vu ce que c'était, donc il y a 3 points essentiellement. Le premier, c'est le contexte concurrentiel. Vous avez sur les 2 premières lignes de la diapo des chiffres issus d'un rapport de l'UNESCO qui vous montrent qu'en fait le nombre de chercheurs et le nombre d'articles scientifiques augmentent assez fortement, lors de plus de 20% sur les dernières années. Donc ça date de 2014, mais la tendance est la même jusqu'à aujourd'hui. Vous avez également un contexte très concurrentiel entre universités pour tout ce qui est classements internationaux ou les évaluations nationales. Vous avez un contexte concurrentiel entre structures de recherche et laboratoires qui vont se disputer les candidats, qui vont être en concurrence sur des financements sur une même discipline. Entre les chercheurs, évidemment, pour les mêmes objectifs de recrutement, de financement, des questions de plagiat. Et puis, c'est également très important pour les jeunes chercheurs, puisque donc on est sur une inflation du nombre de chercheurs. Il faut quand même arriver à sortir son épingle du jeu et à se démarquer un petit peu. Donc, cette thématique de l'identité numérique, elle est à prendre en compte dès le début de la carrière de chercheur, et notamment donc pour les doctorants qui nous écoutent. Le deuxième point qui est en fait qui découle de ce contexte concurrentiel, c'est une injonction à la visibilité. On avait une injonction à la publication, donc le publish or perish, et aujourd'hui il suffit plus de publier beaucoup, il faut en plus rendre ces publications visibles et être soi-même visible. Donc c'est une double injonction, c'est le be visible or vanish qui s'est ajouté donc à cette injonction de publication. Et le troisième point, pourquoi gérer votre identité numérique du chercheur? Eh ben, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une généralisation du phénomène de Googling. Donc, tout simplement, c'est que si on s'intéresse à un candidat, que ce soit dans le privé, dans le public, on va taper son nom dans Google et puis on va voir ce qui ressort. Et donc, ce qu'il faut noter à ce moment-là, c'est que votre identité numérique de chercheur, c'est une brique de l'identité numérique globale, mais qui n'est pas tout à fait dissociable. Donc il faut être vigilant là-dessus, c'est ce que l'image que vous avez là sur la diapo illustre ça. Vous ne pouvez pas avoir dans votre vie personnelle, privée, des prises de position complètement antinomiques avec votre statut professionnel public. Gardez quand même ça en tête, c'est pas possible de dissocier totalement les deux. Donc, pour conclure cette petite partie d'introduction, quels sont les enjeux qui sont liés à la diffusion de la recherche? Globalement, l'enjeu principal, ça va être un enjeu de visibilité. Je vous ai expliqué le contexte concurrentiel, il faut se démarquer. Et donc, maîtriser son identité numérique, ça va être améliorer votre visibilité et la visibilité de vos travaux. Donc, être reconnu par ses pairs, échanger, communiquer avec eux, créer des réseaux et avec ces réseaux, pouvoir provoquer des opportunités d'emploi ou de mobilité, de partenariat, etc. Donc aussi très important, notamment pour les jeunes chercheurs. Et puis vous avez également des objectifs, des enjeux un peu secondaires, là en rouge. Être autonome dans la mise à jour de votre page chercheur, ça oui c'est crucial puisque c'est vraiment votre identité propre et il va falloir que ce soit vous qui la gériez. Et puis, ça va vous permettre de rester informé des travaux dans votre domaine, faire un peu de veille et de vous protéger contre les fraudes, notamment. Voilà pour cette première partie introductive. Est-ce que à ce stade, il y a déjà quelques questions sur cette partie-là? A priori, pas de questions, donc pas de problème. Si vous en avez qui vous viennent maintenant, n'hésitez pas à les poser. Et puis on y répondra dans la deuxième plage de questions qui est prévue un petit peu plus loin. Et du coup, j'enchaîne sur la deuxième partie. Donc, on va attaquer la partie sur la stratégie pour maîtriser son identité numérique. En fait, c'est découpé en 5 étapes. La première, ça va être de définir votre propre stratégie. L'objectif de cette première étape, donc, c'est avoir votre stratégie personnelle en fonction de vos propres paramètres.
Les paramètres, ça va être la position dans votre carrière. Est-ce que vous êtes jeune chercheur, chercheur confirmé? Vos compétences en numérique, ça, j'y reviendrai un petit peu dessus. Le temps que vous avez à y consacrer. Et puis vos objectifs, la discipline à laquelle vous êtes rattaché, puisque les pratiques vont évoluer un petit peu aussi en fonction des disciplines et les outils également. Et donc, pour établir la meilleure stratégie, il va falloir se poser les bonnes questions et connaître les outils. Donc, on va vous les présenter. Alors, les étapes, ça va être dans un premier temps déterminer ses objectifs. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut montrer? Donc, ses publications, les données de la recherche, ses cours, du blog, etc. Et à qui vous allez montrer ça? Est-ce que ça va être à vos pairs? Est-ce que ça va être pour des financeurs? Pour qu'on vous évalue? Est-ce que ça va être à destination du grand public? Donc, ce n'est pas les mêmes cibles, ça ne sera pas forcément les mêmes outils non plus. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'évaluer vos moyens. C'est-à-dire, là, je reviens sur le temps et les compétences. Maîtriser son identité numérique ou la gérer en tout cas, ça va vous demander un investissement initial en temps. Il va falloir créer des identifiants, différents outils, alimenter ses profils. Et ça va vous demander aussi un investissement en temps dans la durée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer des profils qu'on laisse après en jachère et qui sont avec des données obsolètes ou qui sont vides. Donc ça, c'est absolument préjudiciable. Donc il faut quand même évaluer ça et prévoir un certain temps. D'un autre côté, il ne faut pas non plus se noyer et passer son temps à gérer son identité numérique au détriment de son activité de recherche. Deuxième point, ça va être vos compétences. On est plus ou moins à l'aise avec les outils numériques, donc si pour vous c'est très facile que vous jonglez avec ça, vous allez pouvoir vous créer un réseau d'identifiants et puis maîtriser ça à la perfection. Si vous êtes un peu moins à l'aise, ciblez bien les outils essentiels pour vous, vous en déterminez un plus petit nombre et puis vous maîtrisez cela. Et donc voilà, en fonction de ces deux premières étapes, vous allez choisir les outils adaptés à votre stratégie. Donc, si on passe à la deuxième étape qui va être de revendiquer votre identité. L'objectif de cette étape, ça va être d'être à la fois facilement identifiable et joignable, faire en sorte d'être trouvé. Donc, on est toujours dans ce contexte de concurrence entre les chercheurs, il faut se démarquer. Et donc, il va falloir aussi à ce moment-là vous demander ce que vous aimeriez trouver quand vous allez consulter des informations sur la page d'un autre chercheur pour éventuellement vous donner des idées sur ce que vous allez mettre à disposition. Et donc là, les outils principaux pour cette étape-là, ça va être les pages personnelles, les CV en ligne et les identifiants. Donc on va revenir dessus. Sachant que dans un premier temps, il va falloir, ou on va vous conseiller de créer une page personnelle décrivant votre affiliation, vos axes de recherche, etc. En fait, ça va être votre page institutionnelle sur laquelle je vais revenir, qui va être très importante. Et dans un second temps, structurer votre identité de chercheur à l'aide d'identifiants. Donc, la page personnelle et le CV en ligne, c'est les outils qui vont être les points d'entrée, qui vont centraliser, fédérer votre présence numérique. C'est des outils sur lesquels il faut absolument qu'on trouve des informations importantes, même cruciales, comme votre nom et votre email. C'est pas forcément des informations qu'on va retrouver sur tous les profils. Il faut qu'à un endroit, au moins, on ait tout ça et qu'on sache comment vous contacter. Ensuite, c'est des outils qui vont regrouper les différents contenus et lier vers tous les autres espaces où vous êtes présent en ligne. Donc ça, c'est très important. Donc la page personnelle institutionnelle, ça va peut-être être la première étape qui, à mon avis, est assez indispensable pour tout le monde, notamment aussi les doctorants. Donc c'est votre page de chercheur référencée sur votre site, votre institution, le site pardon, de votre institution d'affiliation, votre site de laboratoire, etc. Donc elle va présenter différents avantages. Le premier, c'est qu'elle va augmenter votre visibilité parce que ces sites-là sont moissonnés par les moteurs de recherche et de manière plus efficace sur un site institutionnel que sur votre site personnel que vous pourriez avoir sur Free par exemple. Ensuite, c'est une alternative indispensable aux autres profils, notamment pour les campagnes d'évaluation. Donc c'est la page institutionnelle et donc un petit peu officielle, c'est-à-dire qui va faire référence normalement en théorie avec des informations contrôlées. Bon, pas toujours vérifié, mais quand même. Et puis, c'est une page qui va proposer des informations sur vous et sur votre travail à vos collègues immédiats, votre environnement de travail immédiat. Donc, une étape indispensable à ne pas négliger. Ensuite, le deuxième outil, ça va être les CV. Donc là, on va vous présenter trois outils différents pour paramétrer des CV. Le premier, c'est le CV HAL. Donc HAL, c'est une archive ouverte sur laquelle Anne-Laure reviendra un petit peu tout à l'heure, je ne m'étends pas.
Le préalable indispensable, c'est la création d'un idéal, qui est un identifiant sur lequel je vais revenir aussi. Et donc, en fait, ce CV, ça va vous permettre de générer une page personnelle du chercheur sur laquelle va s'afficher votre liste de publications. Cette page personnelle, elle présente différents avantages. Elle est pérenne, elle est personnalisable. L'alimentation donc se fait de manière dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un dépôt dans HAL, bah, ça rajoute une ligne sur votre CV. Vous pouvez aussi indiquer un lien vers les autres identifiants que vous avez sur d'autres outils. Et en termes de communication, du fait du moissonnement de ces archives ouvertes, moissonnage, vous avez un gain de visibilité intéressant et du coup un gain aussi de citation. Donc plus on voit vos travaux et plus on va les lire et les citer. Alors, un petit exemple d'un CV HAL. Vous avez ici les publications de Monsieur Gambette. Dans le corps de la page, vous voyez les documents en eux-mêmes, donc les articles avec le lien vers la notice et éventuellement le lien pour télécharger le document. Et en fait, ce qui est intéressant là à regarder, c'est ce qu'on appelle les widgets, qui sont les informations qui s'affichent sur la gauche. Et vous avez, alors c'est peut-être pas extrêmement lisible pour vous aujourd'hui, mais bon, quand vous téléchargerez le support, vous verrez un petit peu mieux, le lien vers d'autres identifiants. Donc les identifiants que je vais vous présenter notamment après, mais voilà, on voit il a son idéal, IDREF, Archive, Orchid, etc. Vous avez également la possibilité de lier vers des réseaux sociaux. Donc là, on voit qu'il a un lien vers Facebook et vers LinkedIn. Alors attention, petite parenthèse, ici il ne s'agit pas de lier vers votre Facebook personnel. L'idée c'est quand même de dissocier vraiment votre identité de chercheur de votre identité personnelle. Donc ne mélangez pas les comptes et on ne fait pas un seul compte Facebook où on met à la fois ses publications et ses photos de vacances. Ça c'est assez déconseillé. Bon, ça peut paraître évident pour certains, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc soyez vigilants là-dessus. La diapo suivante, donc c'est juste un autre exemple de CV. Vous voyez des widgets un peu différents, mais ce n'est pas vraiment le but de la présentation aujourd'hui. Donc je passe rapidement. Juste en bas de la diapo, je vous signale que vous avez un lien pour récupérer des fiches outils sur le site OALR qui vont vous expliquer comment paramétrer ce CV HAL. Ensuite, le profil Orchid. Donc Orchid, vous en avez probablement entendu parler. Je vais revenir dessus après sur la partie identifiant. Une fois que vous avez un identifiant Orchid, vous avez associé une page web qui va vous permettre de décrire votre identité de chercheur avec les rubriques suivantes: biographie, cursus, affiliation, publication, projet, site web. Donc là, vous allez pouvoir mettre en avant toute votre activité de recherche avec une saisie manuelle ou automatique en fonction des sources d'où vous allez importer les informations. Et enfin, le troisième outil, c'est le profil Google Scholar. Donc, Google Scholar vous permet de créer un profil auteur qui va être alimenté par le moteur de recherche et qui va afficher, donc, comme vous le voyez peut-être sur l'illustration, différentes informations. Dans le corps de la page, vous avez les publications classées soit par nombre de citations, soit par année de publication. Au-dessus, quelques informations sur l'auteur avec son institution, son adresse mail, etc. Et puis sur la droite, des indicateurs bibliométriques, notamment le H-index qui va être actualisé en temps réel. Voilà, donc ça, c'est aussi un outil très important. Google, bon voilà, personne n'est dupe, c'est l'outil, le moteur de recherche le plus utilisé, donc d'avoir une présence dessus en tant que chercheur, c'est vraiment intéressant. Alors d'ailleurs, pour illustrer ça, la diapositive suivante, c'est d'une part pour vous rappeler qu'il existe différents types de réseaux sociaux, donc des réseaux généralistes type Facebook, des réseaux professionnels type LinkedIn, et puis des réseaux scientifiques ou académiques type ResearchGate. Et donc sur la droite de la diapo, vous avez un petit graphe, c'est les résultats d'une enquête qui a été menée auprès de chercheurs en 2015-2016 pour connaître les outils qu'ils utilisaient pour gérer leur identité numérique. Et donc vous voyez que ressort en premier lieu ResearchGate, ensuite Google Scholar, citation dont je viens de vous parler, et puis Orchid. Orchid depuis est quand même un identifiant qui est en train de s'imposer, donc devrait certainement continuer à grimper. Ensuite, vous avez Academia. Academia, c'est un petit peu plus SHS, alors que ResearchGate va être un peu plus orienté STM. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une différence entre les deux réseaux, mais les deux sont très utilisés. Maintenant qu'on a fait le point sur ces outils-là, j'en viens aux identifiants numériques.
Donc l'idée, c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'un identifiant numérique. En fait, il s'agit de codes alphanumériques permanents qui vont permettre de distinguer le chercheur dans l'univers numérique. L'idée, c'est que ce soit des points d'entrée pour vous permettre à la fois d'être unique, mais aussi de communiquer sur vos activités de recherche, vos publications, etc. Ça, c'est l'idée globale d'un identifiant numérique. Alors, ces identifiants, on vous en a représenté quelques-uns au milieu de la diapo. Globalement, IDREF, VIAF et ISNI, qui sont les trois sur la droite, ce sont des identifiants qui sont gérés par les bibliothèques et donc sur laquelle, en tant que chercheur, vous n'avez pas directement la main. Et c'est pas sur cela qu'on va axer notre présentation aujourd'hui, mais plutôt sur les quatre autres. L'idée de ces identifiants, enfin, ils ont plusieurs objectifs. Le premier, ça va être de vous identifier de manière univoque. Ça, c'est évidemment la première chose. Donc, régler les questions d'homonymie, de changement de nom, les translittérations, etc. Éventuellement, gérer aussi la question de l'affiliation. Ensuite, le deuxième objectif, ça va être de simplifier la gestion des profils. Et ça va se faire grâce à l'interopérabilité entre ces identifiants. Alors, l'interopérabilité, actuellement, c'est partiellement théorique, partiellement pratique. C'est-à-dire qu'elle fonctionne entre certains identifiants, pas entre tous, et c'est quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus. Donc, si entre vos deux identifiants préférés, il n'y a pas encore de passerelle, soyez patients, ça va peut-être venir bientôt. Ensuite, troisième objectif, ça va être de regrouper, relier, publiciser l'ensemble de vos activités de recherche, hein, donc publication, jeux de données, brevets, etc. Et enfin, le dernier objectif, mais pas le moins important, ça va être de faciliter la recherche d'informations. Et donc ça, c'est évidemment important. Si vous gérez votre identité numérique, c'est pour que on trouve quelque chose de pertinent quand on le recherche, donc à la fois pour le lecteur, les institutions, les agences de financement, les éditeurs, etc. Voilà les enjeux liés à ces identifiants. Alors, vous avez une offre abondante. Là, globalement, aujourd'hui, je vais vous en présenter quatre. Il en existe beaucoup plus que ça. On a présenté ceux-là parce que, faute de temps et parce qu'on voulait les mettre en avant. Mais donc, pour choisir, vous avez des critères. Vous en avez certains qui sont créés à la demande, comme l'idéal ou l'orchide qu'on va voir en dessous. D'autres qui sont générés automatiquement, comme Scopus ou Web of Science. Vous avez la question des identifiants publics ou privés, avec derrière les questions des conditions générales d'utilisation et des modèles économiques des plateformes qui fournissent ces identifiants. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut être à prendre en compte. Est-ce qu'on va avoir un accès libre, un accès ouvert, un accès payant? Bon, ça peut jouer dans votre choix. Vous avez des périmètres de visibilité variables avec des identifiants nationaux et d'autres qui sont internationaux. Donc là, c'est pareil, en fonction de vos disciplines ou de vos objectifs, il va falloir sélectionner les identifiants adéquats. Et puis, la question de l'interopérabilité, dont j'ai déjà parlé, qui est effective ou à venir. Alors, je passe en revue quatre identifiants. Le premier, c'est Orchid. Orchid, donc j'en ai un petit peu parlé, c'est le propriétaire, c'est Orchid, c'est une organisation internationale à but non lucratif. L'attribution est manuelle, donc c'est vous qui en faites la demande et vous devez à la fois créer votre Orchid et ensuite alimenter votre profil. Les atouts d'Orchid, essentiellement, c'est que c'est un pivot, c'est un identifiant pivot au niveau international. C'est ce qui va se rapprocher le plus d'un identifiant universel du chercheur, sachant qu'un identifiant universel du chercheur n'existe pas et n'existera probablement jamais. Mais en tout cas, Orchid, c'est quand même un identifiant qui fait de plus en plus référence au niveau international. Et autre point important, c'est un identifiant qui est de plus en plus exigé pour répondre à des appels à projets, des demandes de financement ou pour soumettre dans des revues chez certains éditeurs. Donc, ça peut être une bonne chose d'avoir un ORCID. Les limites, c'est que d'une part, il n'y a pas de validation des données déposées. Donc, c'est vous qui pouvez alimenter manuellement et donc rentrer des informations un petit peu farfelues. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais c'est possible. Et ensuite, c'est la présence de grands groupes éditoriaux au sein du comité de pilotage, type Springer ou Elsevier. Et donc, ça fait planer une petite incertitude sur le devenir d'Orchid. Ensuite, vous avez l'idéal dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure, c'est l'identifiant de HAL, donc qui est l'archive ouverte de référence au niveau national.
Le propriétaire, c'est le CCSD. On est aussi sur une organisation à but non lucratif. C'est absolument gratuit pour le chercheur. La création, l'attribution est manuelle, donc c'est vous qui faites la démarche de création de votre idéal et ensuite qui allez l'alimenter par les dépôts que vous faites dans HAL. L'objectif, en fait, ça va être de fusionner sous une forme unique toutes les formes auteurs que vous pourriez avoir dans HAL, rattachées à vos différentes publications. Donc évidemment, si vous n'avez aucune publication ou aucune production scientifique déposée dans HAL, vous ne pouvez pas paramétrer l'idéal. Donc pour les doctorants ou les tout jeunes là, qui n'ont pas, par exemple, d'article, ça peut être une production type poster ou participation à une conférence voilà, que vous allez pouvoir déposer dans HAL qui vont vous permettre de créer cet identifiant. Donc les atouts, il va accroître votre visibilité et mécaniquement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et Anne-Laure reviendra dessus, le taux de citation de vos travaux, faciliter la diffusion de vos travaux de recherche et vous éviter les saisies multiples puisque ensuite vous pouvez paramétrer votre CV HAL à partir de cet identifiant. Les limites, c'est la création de formes auteurs qu'il faut vérifier régulièrement. En effet, si vous avez des co-auteurs qui reviennent demain et qui vous attribuent une nouvelle forme, il va falloir la fusionner, donc faire un petit bilan régulier. Et le problème, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas actuellement d'automatisation avec ORCID. Et ça, c'est un petit peu problématique puisque c'est les deux identifiants qu'on met le plus en avant là, dans le SR au niveau national en ce moment. Donc, on espère que rapidement, il y ait de l'interopérabilité complète qui transfère les données d'une base à l'autre. Actuellement, vous pouvez quand même sur votre idéal indiquer votre ORCID et vice-versa. Ensuite, le troisième identifiant, c'est le Researcher ID, qui est l'identifiant du Web of Science. Donc, vous connaissez peut-être. Là, on est chez Clarivate Analytics, donc on est passé dans les organisations à but lucratif. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. L'attribution est automatique. À partir du moment où vous êtes référencé dans le Web of Science, vous avez un Researcher ID qui va donc regrouper vos publications dans le WOS, fournir des indices de citation de vos articles et notamment le H-index actualisé en temps réel. Avec deux limites. D'une part, c'est que ça nécessite un accès au Web of Science pour en bénéficier. Et le WOS, comme je vous l'ai dit, c'est une base payante et très chère. Donc, première problématique. Et la deuxième, c'est que ça se base uniquement sur le Web of Science. C'est-à-dire qu'en fonction des disciplines, ça va être plus ou moins pertinent. Et d'autre part, même dans les disciplines STM, ça va prendre en compte que les articles dans les revues et éventuellement les conférences internationales. Mais ça va laisser de côté tout le reste de la production scientifique qui peut être non négligeable pour justement votre identité de chercheur. Enfin, le dernier outil, c'est le Scopus ID. Là, je passe très vite, puisque en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le concurrent du Web of Science, c'est Elsevier qui est derrière, donc c'est exactement le même fonctionnement. C'est les mêmes atouts, les mêmes limites. Il faut un abonnement, ça coûte cher et c'est sur le périmètre de Scopus uniquement, mais voilà, ça présente quand même un certain nombre d'avantages. Alors, on en vient à une petite partie question, puisque moi j'ai terminé sur cette première partie du webinaire. Donc on va prendre quelques minutes. Je vais voir déjà s'il y a des questions qui ont déjà été posées. Et sinon, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser maintenant et on va tâcher d'y répondre. Alors, on a plusieurs questions. On n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. On y répondra en différé sur le site OALR pour toutes les questions qui nécessitent des recherches un peu plus approfondies, des réponses un peu plus pointues. On va prendre seulement certaines questions. Donc déjà, une question de définition pour préciser ce qu'on entend par trace. Donc, est-ce que c'est seulement le nom de la personne, une activité associée, une citation directe ou dans un article? Y a-t-il une hiérarchisation de ces traces? Donc, on reprécise peut-être un tout petit peu la définition. Oui, donc qu'est-ce qu'on entend par trace? C'est ce qu'on a dit au début. En fait, vous avez trois types de traces. Les traces que vous allez laisser volontairement, et donc là, toutes les informations que vous allez donner, si vous publiez un article, quand vous renseignez des informations sur votre profil. Après, vous avez toutes les traces donc, liées à votre navigation, les traces que vous allez laisser à travers votre adresse IP, les cookies sur les sites que vous allez visiter. Donc des traces involontaires, mais que vous laissez vous-même. Et puis ensuite, vous avez la question des traces subies, c'est-à-dire que tout ce que les tiers vont dire ou montrer de vous sur Internet. En gros, bon, j'ai repris la définition du début. Je ne sais pas si ça clarifie un petit peu, mais Des données. voilà, ce sont des données liées à votre personne et à votre activité en ligne.
On a des questions concernant HAL. Donc, on nous demande si HAL, ce n'est que français et si l'idéal est utilisé à l'international. Ok, donc est-ce que HAL est uniquement français et est-ce que l'idéal est utilisé à l'international? Alors, HAL, c'est l'archive ouverte de référence au niveau national. C'est une archive française qui est gérée par c'est une unité mixte de services mais française. Donc, l'alimentation de HAL, essentiellement, c'est par des chercheurs français. Après, ça donne une visibilité internationale par le moissonnage par les moteurs de recherche. En fait, les archives ouvertes ont des protocoles informatiques qui font qu'elles sont très bien référencées, et notamment dans Google. Donc aujourd'hui, si vous déposez votre article dans HAL, un collaborateur ou n'importe qui à l'étranger, en tapant les mots-clés du titre de votre article dans Google, il va le trouver. Donc en fait, c'est national pour l'alimentation, c'est international pour la consultation et la visibilité que ça va vous apporter. Et l'idéal, c'est un petit peu la même chose. En fait, ça va être essentiellement les auteurs français qui vont avoir intérêt à l'utiliser parce que ça peut aussi générer donc, le CV HAL dont on a parlé et que les auteurs étrangers ont peut-être dans leur pays des infrastructures qu'ils utilisent déjà, donc ils ne vont pas, à mon avis, se servir de ces services-là. Mais ce n'est pas fermé, un auteur étranger peut décider de déposer toute sa production sur HAL et d'avoir un idéal et un CV et de s'en servir absolument sans problème. Voilà, j'espère que ça répond à la question sur HAL. On va prendre une dernière question. Donc, vous avez évoqué l'identifiant IDREF. Pourriez-vous nous en dire davantage? Oui, alors IDREF, donc je ne me suis pas étendu dessus. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un identifiant géré par les bibliothèques. En fait, en France, c'est l'identifiant de l'ABES, qui est l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur. Globalement, IDREF, c'est un identifiant qui est attribué aux auteurs quand les bibliothécaires rédigent donc, cataloguent des documents et attribuent une notice d'autorité aux auteurs du document. En gros, cet identifiant, vous n'avez pas directement la main dessus. Si vous allez sur IDREF et que vous consultez votre notice, par contre, vous pouvez demander des modifications ou signaler des erreurs aux bibliothécaires qui vont corriger la notice. Et donc c'est un identifiant quand même assez important au niveau national, d'autant plus qu'il y a des chantiers d'interconnexion et d'interopérabilité avec à la fois ORCID et avec IDEAL. Donc ça va aussi pouvoir renvoyer vers ces deux bases qui sont quand même assez incontournables pour les chercheurs français. Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter? Globalement, sur l'IDREF, voilà, ça fait un petit panorama. Ce sont des données qui sont validées. Ouais, l'avantage par rapport à d'autres bases, c'est que c'est des données validées puisqu'elles sont rentrées par les bibliothécaires et que normalement il y a des sources fiables derrière. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas d'ORCID, en effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà pour IDREF. Je pense qu'on va du coup passer à la suite. Je vais laisser la parole à Anne-Laure. S'il y a eu des questions là qui ont été posées auxquelles je n'ai pas répondu, ne vous inquiétez pas, on les a notées et on va répondre dans le support de formation qu'on vous mettra à disposition sur le site OALR. Voilà, donc maintenant, je laisse la parole à Anne-Laure qui va vous présenter la deuxième partie de ce webinaire. Et à tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis Anne-Laure Fischer. Il y a certaines questions auxquelles on n'a volontairement pas répondu tout de suite parce qu'elles anticipent sur la deuxième partie de notre présentation. Donc vous aurez des réponses dans la deuxième partie et puis bien évidemment on reprendra des questions au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à continuer à alimenter le chat. Donc je disais qu'on allait reprendre à une étape tout particulièrement cruciale qui est celle qui consiste à donner accès à ces productions. Donc, pourquoi c'est important de donner accès à ces productions? Puisque des productions facilement accessibles seront mieux référencées par les moteurs de recherche, puisque si c'est plus facilement accessible, c'est aussi facilement accessible pour des robots. Et des publications mieux référencées et facilement accessibles pour vos potentiels lecteurs seront donc plus lues et donc plus citées. Cet enjeu de référencement dans les moteurs de recherche, il est vraiment crucial et on va vous donner plein d'astuces au fur et à mesure de l'exposé pour vous aider à avoir un meilleur référencement. Et une petite chose, plus la mise en ligne de vos publications intervient tôt, parfois dès l'étape du document de travail avant même la publication, et plus l'impact sur la visibilité sera grand. Ce qui est logique puisque si vous publiez si vous mettez en ligne 10 ans après la publication, ça sentira un peu le réchauffer, même si ça ne sera pas inutile, loin de là, mais en tout cas ça aura moins d'impact qu'une publication une mise en ligne qui sera faite avant même la publication chez un éditeur.
Donc les différentes étapes à ce niveau-là, ça va premièrement être de référencer vos productions de façon extrêmement précise. Plus vos métadonnées seront riches, donc plus tout ce que vous allez décrire de vos publications sera précis, sera enrichi éventuellement de mots-clés, et plus vos potentiels lecteurs pourront facilement retrouver vos publications. Bien évidemment, si la ressource est disponible en ligne, pensez à ajouter à votre référencement, soit sur vos CV, sur vos profils, etc., l'adresse URL de la ressource. C'est encore le meilleur moyen pour y accéder le plus rapidement possible. Et dernièrement, si vous en avez légalement le droit, pensez à déposer votre production sur une plateforme de partage de contenu qui soit librement accessible. Donc par librement accessible, j'entends une plateforme de partage de contenu qui ne nécessite pas un abonnement et qui ne nécessite pas de se créer un compte pour le potentiel lecteur, la personne qui voudrait consulter la ressource, puisque ça va constituer un frein et donc ça va limiter la visibilité de vos productions. Donc les plateformes de partage de contenu, il en existe de nombreuses sortes qui vont dépendre du type de contenu en question. Donc je vous laisserai regarder l'ensemble de ce qu'on vous met par exemple dans le tableau. On ne va pas avoir le temps de tout détailler. Aujourd'hui, on va parler plus précisément des archives ouvertes et de HAL en particulier, parce que c'est un outil qu'on vous recommande tout particulièrement. Pourquoi ce sont des outils qu'on vous recommande particulièrement? Déjà parce qu'ils sont très bien référencés par les moteurs de recherche. Parce que ils sont très enrichis de liens, et donc ça, les moteurs de recherche adorent les liens, donc ça va très bien remonter. Il n'y a pas de frein à la lecture, donc ça va offrir une très bonne visibilité. Ça permet également de rendre visible ce qui n'est pas censé être publié. Donc des conférences qui n'ont pas donné lieu à des actes, des thèses, des HDR, posters, données de recherche, etc. Donc ça permet de se faire connaître au-delà de ces publications. C'est particulièrement intéressant pour les jeunes chercheurs, les doctorants qui n'ont pas encore beaucoup publié, mais qui pour autant ont beaucoup de matière, font beaucoup de choses et donc peuvent valoriser ce qui n'a pas encore donné lieu à publication. La pérennité des dépôts est garantie, contrairement à un dépôt sur une plateforme privée. Les délais de diffusion sont très rapides, contrairement à une diffusion à une publication auprès d'un éditeur. Donc, d'où l'intérêt, là encore une fois, de diffuser dès l'étape du document de travail pour rendre accessible le plus rapidement possible les résultats de vos travaux. Et vous savez que la rapidité est un enjeu majeur pour la recherche aujourd'hui. Et enfin, ça garantit l'antériorité scientifique puisque la date de dépôt fait foi légalement. Alors, j'avais une question tout à l'heure dans le fil du chat au sujet des enquêtes qui auraient pu être menées sur la visibilité numérique et l'impact que ça peut avoir. Donc là, en fait, c'est une enquête qui a été menée par plusieurs chercheurs en 2016 et qui montre que déposer dans une archive ouverte représente la meilleure stratégie pour maximiser l'impact de sa publication. Donc, le tableau n'est pas très lisible. Le but, c'était pas que vous regardiez ligne par ligne. En fait, c'est une enquête qui établit pour chaque champ disciplinaire quel est l'impact en termes de taux de citation du choix du périmètre de diffusion des publications. Donc, je vous ai mis en gros la ligne récapitulative, donc qui est une moyenne en fonction de toutes les disciplines, et qui montre que pour des publications qui sont diffusées uniquement auprès d'éditeurs qui proposent de l'abonnement classique, donc c'est la ligne note OA en gris, donc on a un taux de citation pour ces publications-là de 0,81. Donc ce chiffre est à mettre en rapport avec la ligne Gold en jaune. Donc là, ce sont les publications qui sont diffusées sur le site des éditeurs, cette fois-ci en libre accès. Donc c'est ce qu'on appelle la voie dorée de l'open access. Et donc là, on a un taux de citation qui est de 1,06. Et ce dernier chiffre est à mettre en rapport avec un chiffre particulièrement intéressant, et c'est ce qui est vraiment intéressant dans cette enquête, c'est que les publications qui sont déposées dans des archives ouvertes, donc la voie verte de l'open access, c'est la ligne qui est en vert, green, donc là on a un taux de citation de 1,28, donc bien plus élevé que les publications qui sont déposées en gold ou pas du tout en open access. Donc, même si vos publications sont déjà disponibles en libre accès sur le site de l'éditeur, vous avez tout intérêt à doubler cette mise en ligne par un dépôt également dans les archives ouvertes.
Donc l'archive ouverte la plus connue en France, on en a déjà parlé, donc c'est l'archive ouverte HAL. C'est une archive qui a été créée en 2001 à l'initiative du CNRS, qui est pluridisciplinaire, qui permet de déposer plein de types de travaux différents, qu'ils soient publiés ou non, également des travaux universitaires et des données de recherche. On est à plus de 590 000 documents en libre accès, donc une base de données déjà extrêmement bien fournie. On peut également ne déposer que des références sans texte derrière, mais c'est évidemment pas le principe et c'est pas ce qui maximisera votre visibilité. Et donc, comme toute archive ouverte, on est sur un principe d'auto-archivage par les auteurs avec un dépôt définitif, mais la possibilité de déposer plusieurs versions successives d'un même document. Donc concrètement, ça va se présenter comme ça. Là, je vous ai mis un exemple d'article qui est bien décrit au niveau des métadonnées. Donc on a un résumé, on a des mots-clés, on a des affiliations, etc. Donc là, on a vraiment une référence qui va permettre de bien ressortir dans les moteurs de recherche. Et on a l'accès en un seul clic au fichier en haut à droite. Donc voilà, accès direct au fichier. Voilà, donc j'ai terminé l'étape donner accès à ces productions, mais c'est une étape qui est qui nécessite un complément, qui est l'étape de la communication. Pourquoi communiquer? Simplement parce que c'est pas en déposant tout simplement vos productions en ligne qu'elles vont automatiquement se faire connaître. Il y a énormément de dépôts qui se font tous les jours dans des archives ouvertes ou différentes plateformes de partage de contenu. Il va falloir communiquer autour de vos productions pour qu'elles réellement elles puissent sortir du lot. Et non seulement vous allez essayer de faire connaître vos productions en communiquant autour, mais également, plus largement, essayer de vous faire repérer comme spécialiste d'une question. Là, il y a différents types d'outils qu'on va passer en revue, donc des blogs, des wikis, forums de discussion, les réseaux sociaux, des vidéos, etc. Les différentes étapes à ce stade, ça va premièrement être de définir votre positionnement en tant que chercheur. Donc, à qui est-ce que vous voulez vous adresser? Est-ce que vous vous adressez uniquement à la communauté scientifique ou est-ce que vous voulez viser également un plus large public et vous présenter comme passeur de sciences? Ce ne sera pas les mêmes outils, ça ne sera pas le même type de communication. Vous allez ensuite définir vos outils en fonction de vos compétences propres. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très à l'aise à l'oral? Auquel cas, vous allez plutôt privilégier des outils vidéo, des émissions de radio, de télé, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt à l'aise avec l'écrit et à ce moment-là, plutôt privilégier des outils tels que des blogs ou des wikis? Et enfin, il faut bien connaître les outils privilégiés dans sa discipline. Pour ne pas tomber à côté, et bien utiliser des outils sur lesquels vous allez pouvoir échanger avec des pairs de votre même champ disciplinaire. Par exemple, ResearchGate va être plus utilisé par les chercheurs en sciences dures et Academia plus utilisé par les chercheurs en LSHS. Donc au niveau des lieux de discussion, on a différents types d'outils qui existent. Donc là également au niveau des blogs, on va avoir des blogs assez disciplinaires, enfin marqués au niveau des disciplines et au niveau des types de publics. Donc on va avoir les carnets de recherche hypothèses qui vont plutôt être tournés SHS. Les blogs Nature qui là vont être beaucoup plus scientifiques et on va avoir des outils tels que Café des Sciences ou Passeurs de Sciences qui sont des plateformes plus adressées au grand public. Donc en fonction du public visé, encore vous ne choisirez pas non seulement le même outil mais le même, spécifiquement le même blog, le même type de blog. Ces blogs vont vous permettre de vous adresser différemment à la communauté scientifique et plus largement essayer de viser la communauté citoyenne. Je vais présenter par exemple les blogs. Donc là, on a un blog tiré des carnets de recherche hypothèses. Ce qui est intéressant avec les blogs, c'est que plutôt que si vous publiez par exemple, mettons un article une fois par an, vous avez pour autant toute une recherche qui est faite pendant cette année. Et plutôt que d'avoir des éléments qui vont être rendus publics seulement une fois par an, vous allez pouvoir montrer la recherche en action. Vos questionnements, la collecte d'informations, les difficultés rencontrées. Et vous allez aussi avoir un espace d'échange avec vos pairs, par exemple. Le type des wikis va être un petit peu différent. Là, le principe, c'est que le chercheur s'efface au sein d'un travail collaboratif. L'exemple le plus connu, ça va être Wikipédia. Donc là, l'idée, c'est de participer collectivement à l'élaboration de notices encyclopédiques. Mais ce qui est très intéressant avec Wikipédia, c'est que les notices font systématiquement référence à des publications.
Et donc, vous pouvez, en tant que chercheur, participer à l'élaboration de certaines notices en vous appuyant sur vos propres travaux et en citant vos propres travaux, ce qui va permettre également de faire connaître vos publications au grand public. Venons-en maintenant au cas des réseaux sociaux scientifiques. Donc là, le principe, vous l'avez compris, vous avez un profil personnel sur lequel vous allez pouvoir décrire vos activités. En fonction de vos axes de recherche, ces réseaux sociaux vont vous proposer des chercheurs qui traitent des mêmes thématiques que vous. Donc vous allez pouvoir avoir des espaces d'échange avec ces autres chercheurs. Vous avez la possibilité de suivre leur fil d'actualité. Vous-même, vous avez votre fil d'actualité qui va vous permettre de communiquer autour de vos activités. Donc, ça sera un formidable outil pour vous créer un réseau, pour avoir des échanges, pour communiquer autour de vos productions et assurer votre veille scientifique. Par contre, attention, ces sociétés, donc là je parle spécifiquement de ResearchGate et d'Academia, mais les réseaux sociaux de manière générale appartiennent à des sociétés à but lucratif. Donc ne soyez pas naïfs par rapport à ça, il n'y a pas de but philanthropique. Le but, c'est bien de faire de l'argent, et en particulier en collectant de façon massive toutes vos données. Donc faites attention aux données que vous mettez sur ces réseaux et à tout ce que vous déposez de manière générale sur ces réseaux. Je veux parler en particulier d'une pratique très courante parmi les chercheurs qui consiste à déposer ces publications sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit ResearchGate ou Academia favorise fortement ce type de pratique. Ils vont vous solliciter en vous demandant est-ce que c'est bien vous qui avez publié tel ou tel article, et si c'est bien le cas, en un clic, ils vont vous proposer de le mettre directement à disposition du grand public. C'est un piège, puisque ça peut vous donner l'impression que les réseaux sociaux ont vérifié que ce dépôt était légal. Or, il n'en est absolument rien. Il n'y a aucune vérification par les réseaux sociaux de la possibilité légale pour vous d'effectuer ce dépôt. Donc, les réseaux sociaux se déchargent complètement de ces responsabilités sur les chercheurs. Par ailleurs, tous les documents qui vont être mis à disposition sur les réseaux sociaux auront un accès limité, puisqu'il faut obligatoirement devenir membre pour accéder aux documents. Donc, vous aurez un frein à la lecture. Et du coup, un dépôt dans des archives ouvertes sera bien plus efficace en termes de visibilité. Aucune garantie de pérennité non plus de ces documents déposés, puisque, comme je viens de vous le dire, il n'y a pas de vérification de la légalité du dépôt, et donc les éditeurs ont porté plainte contre ces réseaux sociaux, et cela a donné lieu à des retraits massifs de millions de documents qui avaient été déposés par les chercheurs, et cela sans avoir prévenu les chercheurs en question. Donc, n'utilisez pas ces plateformes comme des lieux de stockage, c'est vraiment pas approprié. Et dernière chose, il n'y a aucune garantie non plus en termes de gratuité. Sachez par exemple qu'Academia a lancé fin 2016 une formule premium, qui est une formule payante, qui permet par exemple de faire de la recherche en plein texte dans les textes qui ont été déposés gratuitement par les chercheurs. Donc, c'est une fonctionnalité qui est proposée gratuitement sur les archives ouvertes. Donc voilà, ne soyez pas naïfs par rapport à ça, et nous, ce qu'on vous conseille, c'est de ne rien déposer sur les réseaux sociaux, mais de faire des dépôts sur les archives ouvertes et ensuite de faire le lien depuis les réseaux sociaux vers ces dépôts qui ont été effectués dans les archives ouvertes. Un rapide petit focus sur Twitter. Donc, c'est un outil intéressant pour... alors là, le principe, ça va être d'échanger des courts messages. Donc, ça va être tout un fil d'actualité avec des messages très courts. Donc là, ce ne sera pas du tout le même principe que sur les blogs, par exemple, où on va avoir le temps de développer des interrogations autour de ces recherches. Là, l'idée, ça va vraiment être de communiquer de façon rapide et efficace. Mais ça peut aussi être un outil utilisé, je pense par exemple aux jeunes chercheurs, encore une fois, qui n'ont pas beaucoup publié, mais qui font beaucoup de collecte d'informations. Donc ça permet de vous faire reconnaître comme spécialiste d'une question, en tout cas comme quelqu'un qui fouille une certaine question, et pouvoir être suivi par d'autres chercheurs qui sont intéressés par les mêmes questions. Par exemple, si vous allez à un colloque, vous pouvez faire en live des comptes rendus au fur et à mesure de ce qui vous a marqué lors de ce colloque. Vous pouvez donner des conseils de lecture par rapport à tel ou tel ouvrage, article que vous avez lu et qui vous a paru particulièrement intéressant. Et comme ça, vous pouvez vous faire connaître par d'autres chercheurs plus expérimentés.
Twitter est également un outil qui permet de surveiller les offres d'emploi, de découvrir d'autres collègues et d'échanger plus largement avec le grand public. Je termine sur cette partie stratégie en vous disant que bien évidemment, toute stratégie doit finalement être évaluée pour vérifier si le but a bien été atteint. Donc, il faut évaluer les effets qu'ont produit votre stratégie pour voir si vous avez utilisé les bons outils et s'il faut éventuellement réorienter la stratégie pour mieux atteindre son but. Donc, comment effectuer cette évaluation? Vous allez pouvoir régulièrement vérifier votre e-réputation. Par exemple, en tapant tout simplement votre nom dans un moteur de recherche. Vous allez taper votre nom, vous voyez ce qui ressort en premier. Est-ce que c'est justement ce que vous vouliez mettre en valeur ou est-ce que c'est pas du tout ce qui ressort en premier n'est pas du tout ce que vous vouliez qui ressorte en premier? À ce moment-là, il faudra trouver des stratégies pour améliorer le référencement du reste. Vous avez des outils tels que Google Alerts ou Talk Alerts qui vont vous alerter à chaque fois qu'il se passe quelque chose autour de votre nom. Des outils tels que Google Citations qui vont permettre de suivre toutes les citations de vos publications. Des outils, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des métriques. Vous avez notamment autour de tous les réseaux sociaux les altmetrics qui se sont développés, qui vont se baser sur le nombre de likes, le nombre de retweets, etc. Donc, bon, il faut prendre ces métriques avec des pincettes. Elles évaluent des choses qui peuvent être très variables, mais ça peut quand même être un outil intéressant pour voir un peu quel est l'impact de sa communication. Et toujours, bien sûr, rester vigilant vis-à-vis des conditions générales d'utilisation. Assez souvent, on accepte les modifications sans même les lire, et certaines peuvent avoir quand même entraîner des modifications importantes. Donc, renseignez-vous quand même. Et par ailleurs, si vous avez créé des comptes, faites attention à toujours les mettre à jour. Mieux vaut supprimer un compte plutôt que de le laisser en jachère avec des informations incomplètes, pas à jour. Et par exemple, vous avez la possibilité avec votre compte Orchid de ne pas le rendre public. Par exemple, si vous avez été obligé de créer un identifiant Orchid parce qu'un éditeur ou un financeur vous l'a demandé, vous pouvez créer cet identifiant et pour autant ne pas rendre votre profil public si vous ne l'avez pas alimenté. Donc, j'ai terminé sur cette deuxième partie, donc développement de notre stratégie. Je vais prendre peut-être quelques questions avant d'aborder la dernière partie sur les bonnes pratiques et les points de vigilance. François, y a-t-il des questions? Oui, il y a pas mal de questions, on ne va pas non plus pouvoir répondre à toutes. D'autant qu'il est déjà tard, ouais, peut-être on va faire juste une. Voilà, on va prendre rapidement une question et on répondra par la suite en différé à toutes les questions qu'on aura dû laisser de côté puisqu'on a déjà pris pas mal de temps, il est déjà 3 heures. Il y avait une question, est-ce que la publication ouverte, donc en open access, garantit la même qualité scientifique des articles? Y a-t-il le même peer review? Alors, il n'y a pas de peer review sur les archives ouvertes, c'est pas le principe. Le principe, c'est qu'il y a une que les chercheurs font attention à ce qu'ils mettent en ligne puisque ça ne peut plus être retiré après. Donc, ce qui peut être mis sur les archives ouvertes, ce sont soit des documents qui ont déjà été publiés chez ces éditeurs, donc qui ont déjà fait l'objet d'un peer reviewing. Donc, toujours encore une fois, dans la limite de la légalité, de ce que vous offre par exemple la loi République numérique ou les contrats signés avec les éditeurs. Mais vous pouvez également mettre des documents qui ne seront jamais publiés ou qui seront publiés dans un second temps si vous estimez qu'ils sont de qualité scientifique suffisante pour pouvoir être partagés. Je pose la question, c'est sur est-ce qu'il y a des peer reviews dans les revues open access? Et oui, c'est le cas. Ah pardon, dans les revues open access? Publication ouverte. Ah oui. Alors oui, on n'a pas parlé des revues open access aujourd'hui parce que ce n'était pas vraiment l'objet du webinaire. Mais oui, effectivement, les revues qui sont publiées en libre accès, alors ça va dépendre des types de revues. Oui, bien sûr, certaines ont un processus de peer reviewing. On a également des éditeurs prédateurs qui font du libre accès mais qui ne font aucun travail éditorial derrière. Donc ça va être là exactement le même écosystème que des éditeurs sous abonnement. On va avoir différents types d'éditeurs, avec des qualités scientifiques diverses, mais le fait d'être en libre accès n'a pas de rapport avec le peer reviewing ou non.
Peut-être juste mentionner les DOAJ pour trouver des bonnes revues. Et oui, et merci François. Et pour réussir à retrouver les revues qui sont de qualité scientifique suffisante, enfin qui sont d'une bonne qualité scientifique, qui ont une véritable opération de peer reviewing, mais qui sont également en libre accès, vous avez un outil qui s'appelle le DOAJ et qui référence uniquement des publications avec des revues en libre accès et des comités de lecture avec toute la qualité scientifique voulue. On répondra aux autres pareil. Voilà, on répondra aux autres questions, on va avancer avec la dernière partie et puis après, pour ceux qui voudront rester, on pourra prendre des questions un peu plus à la fin. Donc, je termine avec les bonnes pratiques et points de vigilance. La première étape, ça va être de penser à se construire un réseau d'identifiants. L'idée, c'est de créer plusieurs identifiants et de les relier entre eux. D'une part, pour multiplier les points d'accès, être présent à plusieurs endroits. Également parce que les systèmes de liens, encore une fois, sont très appréciés des moteurs de recherche, donc ça améliorera votre référencement. Pensez également à intégrer les URL de vos identifiants, différents profils et profils réseaux sociaux également à votre signature mail pour que les personnes avec qui vous échangez puissent avoir directement l'accès à des informations vous concernant, à vos publications, etc. Donc là, vous avez l'exemple du profil de Philippe Gambette qu'on vous a montré tout à l'heure. Vous avez vu, il indique bien l'ensemble de ces identifiants et profils. Un point extrêmement important, ne multipliez pas à l'infini le nombre de profils en vous disant il faut que je sois partout. Mieux vaut être à moins d'endroits, mais avec des profils qui soient mis à jour régulièrement. C'est vraiment un point très important. Pensez également à uniformiser les informations qui sont sur vos profils. Donc déjà, à commencer par votre nom, je pense notamment aux femmes qui se sont mariées. Pensez également à mettre la même photo partout pour éviter qu'on se pose la question de savoir si c'est bien la même personne ou si ce sont des homonymes. Utilisez au maximum les mots-clés pour optimiser le référencement, donc pour définir vos axes de recherche, etc. Pensez également, encore une fois, à faire des liens entre les différents profils, d'une part pour faciliter les rebonds pour vos éventuels lecteurs qui arrivent sur votre profil, et encore une fois pour améliorer le référencement. Pour faciliter la mise à jour régulière, pensez à choisir des outils un maximum interopérables qui vont automatiquement se mettre à jour, par exemple. Il y a des services associés également qui vont vous faciliter la vie. Je pense notamment au CV HAL qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc à chaque fois que vous faites un dépôt dans HAL, votre CV est automatiquement alimenté. Ça va vous faire gagner du temps. Vous avez également les plugins HAL WordPress qui vont vous permettre d'alimenter vos blogs WordPress à chaque fois que vous faites un dépôt HAL. Et vous avez également des outils de dissémination automatique tels que IFTTT Twitter. Donc là, le principe, c'est que cet outil va déclencher des tweets automatiques, par exemple, à chaque fois que vous faites un dépôt dans HAL, si c'est comme ça que vous avez paramétré l'outil, ou à chaque fois que vous avez posté une nouvelle vidéo sur YouTube. Donc vous n'aurez pas besoin de passer beaucoup de temps à tweeter, parce que ça peut être un outil très chronophage si on l'utilise pleinement, mais ça va vous permettre de gagner du temps et de quand même faire connaître vos dépôts et tous les contenus que vous partagez. Attention au paramétrage, on veut notamment vous alerter sur le fait d'utiliser des services tiers pour se connecter à des nouveaux comptes. Par exemple, on va vous proposer pour vous connecter à ResearchGate ou Academia de vous connecter avec votre compte Facebook. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous conseille d'éviter. D'une part parce que ça peut vite créer des passerelles entre votre vie professionnelle et votre vie privée, si vous avez aussi des comptes privés. Donc faites attention à ça. Et puis parce que vos données vont être aspirées et récupérées par tout un tas de plateformes, ça va transiter. Vous savez que la question des données devient un enjeu de société majeur, donc faites attention à vos données. Réglez les notifications également pour éviter d'envahir, que votre boîte mail soit complètement envahie. Et pensez à bien régler les périmètres d'accès pour éviter que tout le monde ait accès à des données que vous ne voulez pas forcément rendre publiques. Et choisissez au maximum des plateformes qui soient les plus pérennes possibles, donc plutôt des plateformes publiques comme on vous le conseillait. Je termine par quelques précautions juridiques. Donc, quand on fait des dépôts en ligne, il faut faire bien attention, d'une part, bien sûr, à des questions classiques de droit d'auteur, donc la réutilisation d'œuvres dont vous n'êtes pas l'auteur, notamment des images. Vérifiez de bien avoir les droits de diffusion. Attention évidemment à la divulgation de données sensibles. Mais en particulier quand vous déposez en libre accès, peu importe la plateforme de partage de contenu, faites attention
Alors, il peut y avoir des obligations de dépôt qui sont liées à certains financements. Par exemple, si vous avez obtenu un financement ERC sur projet ou des financements H2020, vous avez une obligation de dépôt en libre accès de toutes les publications issues de vos travaux de recherche financés. Donc, pensez à respecter ces obligations de dépôt, mais pensez également à faire attention aux contrats que vous avez signés avec votre éditeur. On en parlait tout à l'heure. Donc, vous devez respecter ces contrats et faire les dépôts dans la légalité, en sachant toutefois que quel que soit le contrat signé avec l'éditeur, ça sera la loi République numérique qui primera. Et je termine par une citation de Louise Meursault que vous retrouverez dans la bibliographie, qui parle d'intelligence des traces. Donc, essayez au maximum de laisser des traces intelligentes, c'est-à-dire contrôler les outils, les informations que vous mettez sur la toile, contrôler un maximum vos données avec tous les paramétrages qu'on vous a montrés et toutes les possibilités d'amélioration du référencement. Mais sachez, ceci dit, qu'il y a toujours une partie de vos données qui va vous échapper et ça, c'est inéluctable. Voilà, on vous laissera regarder la bibliographie dans le détail avec le support qu'on vous mettra à disposition. Et je vous remercie pour votre attention et je prends maintenant les dernières questions. François? Oui, on va pas en prendre beaucoup parce qu'il est déjà tard. On a une question. Peut-on publier sur HAL le document intégral soumis à une revue dès sa soumission ou après son acceptation? C'est le périmètre de la loi. Tu peux peut-être expliquer rapidement. Alors, oui, je vais réexpliquer ce que c'est que la loi pour une république numérique. On a dû passer un peu vite. Donc, le principe de cette loi, c'est que si vous êtes financé au moins pour moitié sur des fonds publics, donc soit par votre salaire, soit par des projets de recherche financés, des contrats doctoraux, etc., vous pouvez bénéficier de cette loi qui vous permet de mettre vos travaux en ligne après un délai d'embargo de 6 mois pour les sciences dures et de 12 mois au maximum pour les SHS. Sauf si évidemment votre éditeur vous donne un embargo moindre, hein, bien sûr, ce sont des embargos maximum. Et attention, par contre, vous ne pouvez avec cette loi mettre en ligne que la version post-print. Donc ce qu'on appelle la version post-print, c'est le texte définitif tel qu'il a été validé après le travail éditorial, mais sans la mise en page définitive de l'éditeur. Est-ce que ça répond à la question du coup, François ? Il est aussi possible de déposer un préprint sur une archive. Bien sûr, pardon. Si on veut se positionner. Justement. Tout à fait. On peut également, et c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, déposer le document de travail, donc la version préprint, c'est-à-dire cette version-là, celle que vous avez envoyée à votre éditeur, donc avant le travail éditorial, reste votre propriété. Donc vous pouvez parfaitement partager ce document sur une archive ouverte. Et du coup, là, vous bénéficiez de l'instantanéité et d'une rapidité de diffusion de vos travaux de recherche. Après, comme on disait tout à l'heure, vous avez la possibilité une fois que votre travail aura été validé et publié, vous aurez la possibilité de mettre à la place de ce document de travail la version définitive. C'est une pratique qui se développe beaucoup en biologie. Oui, on a notamment des archives ouvertes en biologie ou en physique qui se sont développées, des archives ouvertes de préprint telles que Archive ou BioArchive. Donc là, il y a vraiment effectivement dans certaines disciplines une pratique très forte de mise à disposition des préprints. Peut-être juste une toute dernière pour revenir sur les réseaux sociaux. Quelqu'un demande, faut-il malgré tout déposer toutes nos données pro sur ces réseaux à but lucratif? Un réseau institutionnel n'est-il pas suffisant? Alors, nous, on ne vous incite pas nécessairement à utiliser les réseaux sociaux. C'est vraiment à vous de voir quel type d'outils vous utilisez et en fonction des outils que vous avez par ailleurs, hein, que votre institution vous met à disposition et en fonction de ce que vous voulez utiliser. Les réseaux sociaux, le gros avantage, c'est la mise en relation avec d'autres chercheurs, y compris ailleurs, en dehors de vos institutions, voire à l'étranger. Après, si c'est juste pour avoir une page de profil, effectivement, ça n'a pas d'intérêt particulier de vous créer un profil sur les réseaux sociaux et un profil institutionnel suffit parfaitement. Et quoi qu'il en soit, si vous utilisez les réseaux sociaux, faites très attention aux données que vous mettez à disposition, réglez tous les paramétrages pour éviter que des données que vous ne voulez pas avoir propagées au-delà de la sphère de vos pairs que vous avez validées, voilà, que ces informations puissent atterrir n'importe où.
C'est bon. Bon, on va arrêter là pour les questions. On vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à continuer à poser les questions dans le chat si vous en avez encore. Et puis nous, on y répondra de façon différée. Encore une fois, sur la plateforme OALR, vous retrouverez à la fois le webinaire complet, le support de formation et nos réponses à vos questions. Voilà, et donc par rapport pour la suite de cette série de webinaires, le prochain est prévu début juillet, et ce sera sur les données de la recherche, plutôt sur comment rechercher des données. Voilà, donc vous aurez plus d'informations prochainement sur le site OALR, et si vous avez demandé à être tenu informé avec votre adresse mail, on vous donnera tous les détails sur ce prochain webinaire. Voilà. Donc on vous remercie beaucoup pour votre présence nombreuse aujourd'hui. Désolé encore pour les désagréments techniques. On va vous envoyer un petit questionnaire d'évaluation du webinaire, donc vous pourrez dire que c'était nul. Vous pourrez aussi dire si vous avez bien aimé. Et donc en tout cas, si vous voulez prendre une minute pour y répondre, ça nous aidera à travailler pour les prochains. Voilà, on vous remercie et puis bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir.